c'est, comme vous le savez, le cycle des webinaires du Conseil scientifique qui s'ajoute aux séminaires et aux workshops du Conseil scientifique sur les liens entre science et décision. Chaque année, dans le cadre de ces séminaires, nous abordons un certain nombre de sujets. Et parmi les participants à ces événements, les membres du Conseil scientifique, Frédéric Tatou nous a rejoints il y a quelques mois. Alors, Frédéric a une longue carrière à la DGA et au CEA. C'est difficile de résumer tous ses travaux, mais il a beaucoup travaillé en système d'information, il a beaucoup travaillé sur l'aéronautique, et il va nous parler aujourd'hui des menaces hybrides. Il a monté son entreprise il y a quoi, en 2018, et effectivement, c'est l'entreprise Anatas, qui nous présentera certainement lors de pour introduire aussi son sujet. Quelques consignes. S'il vous plaît, coupez vos micros pendant la présentation. Si vous avez des questions à poser, posez-les dans le chat de manière à ne pas interrompre l'intervenant. Et puis, sauf si c'est des questions de précision, et là, vous pouvez lever la main de manière à ce que je vous laisse poser ces questions de précision. Vous allez avoir l'opportunité d'avoir un moment d'échange juste après l'intervention. Et n'hésitez pas, encore une fois, à lister tout au long de vos réflexions un certain nombre de questionnements ou de propositions que vous pouvez faire sur la présentation. Je vous remercie. On coupe les micros et allons-y. À toi, Frédéric. Bien, merci Myriam pour cette présentation élogieuse. Et merci à tous les participants. Comme Myriam l'indique, je suis nouveau au Conseil scientifique et même à l'AFPCNT, que je connais de mieux en mieux, disons, chaque jour. Alors là, je vais aborder aujourd'hui un sujet peut-être qui paraîtra peut-être un petit peu, disons, différent, avec un phasage par rapport aux enjeux et aux activités de la FPCNT, qui est, pour moi, à vrai dire, une inconnue. Ça sera justement tout l'intérêt de nos échanges, que j'espère riches, que de voir comment les membres de l'AFPCNT peuvent envisager ces éléments. Donc, j'ai fait une présentation alors qui n'a rien de scientifique, alors qui est plutôt, si vous voulez, à cheval entre de la vulgarisation et avec quand même des éléments concrets issus de certains travaux sur ces questions, et puis quelques éléments d'ouverture à la fin. Alors, je précise, je ne vais pas m'appesantir sur mes activités professionnelles. Effectivement, j'ai monté une entreprise après avoir quitté le ministère de la Défense, où j'ai eu, entre autres, des activités sur le domaine cyber. Et dans mes activités professionnelles, j'ai eu l'occasion d'intervenir sur différents projets liés à des enjeux de risque, de gestion de risque, voire de crise. Voilà. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler des menaces hybrides. Alors, je vais projeter à l'écran et vous me direz si ça fonctionne bien. Alors, on va essayer comme ça. Donc là, pour l'instant, la fenêtre est un peu petite. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez le document? On voit plutôt arrêter le partage. Et donc, Ah, non, alors partager, plein écran. Alors, j'ai du mal à m'y prendre. Je voudrais partager uniquement sur... il y a des fichiers. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a parcourir OneDrive, non. Il y a écran, fenêtre ou onglet. Alors, choisissez ce que vous voulez partager. C'est pour ça. en fait, le mieux, c'est de tout partager, Frédéric. Oui, Et puis bon, après, voilà. ce que tu D'accord. verras sur ton écran sera vu Oui, 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 très bien. sur l'écran Voilà, des autres. d'accord. C'est le plus simple. Donc, Oui. rappelez-vous, pour ceux qui Là, viennent se connecter, les questions de précision sont dans le chat. là c'est Oui, bon? c'est parfait. Ah, super. Est-ce que le format est correct?
Oui, c'est en PDF. Tu peux soit le Oui. laisser en PDF ou effectivement. Alors, si je tente le plein écran, ça va ou pas? Ah, ça c'est bien. Ah, bah, écoute, Peut-être parfait. zoom mieux sur ton. Bon, ça peut aller. C'est très bien. Vas-y. Alors là, je suis en plein écran, donc moi, je ne vois que ma présentation. Je C'est ne bien. vois rien d'autre. Et oui, il y a une petite zone noire autour, mais ça va. D'accord, Il n'y a pas d'accord, de souci. d'accord. Bon, donc les menaces hybrides, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Alors, je m'excuse par avance pour les quelques personnes qui connaissent très bien le sujet, sans doute même mieux que moi. Et de manière concrète, moi, je n'ai pas connu de manière très concrète, mais on a tous dans la vie courante des exemples. Alors, je vais commencer par ça, d'ailleurs, par des exemples. Le plan ultra simple. Tout d'abord, avant de réfléchir à quelque chose, on essaye de le connaître, hein, voilà, de réfléchir sur les phénomènes et derrière les concepts. Ensuite, on abordera des éléments, des possibilités de réplique ou de lutte. Et enfin, on envisagera ça sous un angle un petit peu plus global dans le cadre d'une résilience. Donc ça, c'est le plan que je propose. Alors, je vais commencer donc par quelques cas notables. Alors, ici, un cas un petit peu ancien, mais qui a eu une répercussion importante. C'est en 2007. C'est un cas dont j'ai beaucoup parlé dans des cours en cybersécurité. C'est l'histoire d'une polémique qui s'est enflammée autour du déplacement d'une statue en 2007, donc, et qui a provoqué une colère très importante chez les Russes. Alors, en Estonie, il y avait 400 000 Russes et 1 million disons, de résidents d'origine. Donc, les Russes, c'était enfin, comment dire, différentes peuplades de Russes ou russophones, étaient assez attachés à l'Empire soviétique, disons, et il y avait un enjeu politique fort d'intégration, en plus d'une marche forcée vers le libéralisme économique, vers la modernisation, avec une informatisation très forte. L'Estonie avait fait beaucoup appel à Microsoft en particulier, et tout le monde était en avance. Ils étaient en avance sur nous parce que dans les réunions ministérielles et administratives, il n'y avait plus de papier, il n'y avait que des ordinateurs. Donc c'était assez incroyable. Et donc, sur ce climat, disons, un peu tendu, de défiance, ça a provoqué une colère des Russes, des manifestations importantes avec un mort et beaucoup de blessés. Et quelques jours plus tard, l'Estonie a assisté à l'effondrement très généralisé des serveurs du pays, dans le privé, l'administration et au niveau politique, hein, suite à des attaques multiples, en particulier en déni de service, et une réplique le 9 mai. Alors, le 9 mai, c'est pas n'importe quel jour, c'est le jour de la commémoration de la victoire de 45 en Russie. Donc, comment dire, l'origine était assez vite ciblée, même s'il n'y avait pas de preuves. Alors, il n'y a pas eu de preuves, effectivement. Il y a eu une enquête. Il y a eu un jeune activiste qui a été identifié, mais il n'a pas été vraiment inquiété. Il a eu un discours pas très clair en disant je n'ai pas fait d'attaque cyber. Et ce que nous avons fait, bah, c'est de la désobéissance civile, rien de plus, donc c'est tout à fait légal. Circuler, il n'y a rien à voir. Et le Premier ministre de la Russie a bien entendu nié toute participation. Donc ça, c'est un exemple assez emblématique. Il y a d'autres cas qui se sont multipliés. Alors j'en prends quelques-uns plus récents. Les hôpitaux qui ont été une cible privilégiée de rançongiciels pendant le Covid, hein, à Dax en particulier. Une usine de traitement de l'eau à Tampa en Floride. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une intrusion dans le réseau informatique. Tous les réglages de l'usine ont été modifiés et ça a été déjoué in extremis, hein, par un technicien qui s'est rendu compte que quelque chose ne tournait pas rond. Et une dernière attaque, c'est l'affaire Colonial Pipelines, qui est également assez récente. Alors Colonial Pipelines, c'est une compagnie d'oléoducs
qui transportent depuis le Texas en particulier et qui alimentent toute la côte Est. Donc ça représente la moitié de l'approvisionnement de la côte Est, pratiquement. Et la compagnie a été ciblée par un ransomware, rançongiciel, rien de très original, mais quand même le vol d'un nombre important de données, et puis une rançon qui a été payée, en partie récupérée. Les rançons sont récupérées en grande partie après coup, hein, il faut le savoir. Mais quand même, la situation a été jugée relativement grave. Et l'origine, c'était un cybergang notable qui s'appelle le DarkSide, qui est établi en Russie. Et on soupçonne fortement le soutien du GRU, donc des services secrets russes. Donc, je vous avais fait une petite image sur quelques cybergangs, ce qu'on appelle les cybergangs notables. Alors, il y a Anonymous, c'est un libertaire, donc plutôt occidental, qui a eu une longue vie, très longue vie. Il y en a d'autres qui sont basés pas mal en Europe de l'Est, russophone et en Russie. Et on en voit qui interviennent, disons, fortement, qui attaquent fortement des enjeux forts aux États-Unis et en Europe. Logbit, par exemple, Thales, La Poste, et entre autres, qui a été démantelé, mais qui est rené de ses cendres un petit peu plus tard. Et puis DarkSide, évoqué plus haut, qui est soi-disant apolitique et qui fait du ransomware as a service, RAAS, et qui loue des outils. Alors, par rapport à ces quelques cas, qui sont orientés cyber, hein, mais on en verra d'autres plus tard, je fais un petit focus sur l'organisation actuelle de la cybercriminalité, qui s'est fortement industrialisée depuis une quinzaine d'années, avec 3 ou 4 niveaux d'intervenants. Alors à la base, on a des brokers, donc il y a, si vous voulez, une place de marché, enfin des places de marché sur le dark web, donc on ne connaît pas très bien. Les services de sécurité connaissent, mais pas nous. On a à la base des gens qui font la première étape, qui est une sorte de harponnage des systèmes, par notamment ce qu'on appelle l'hameçonnage, hein, c'est-à-dire les messages de manipulation qui contiennent de la manipulation et qui manipulent pour que le récepteur clique sur un lien, fasse une action qui va transporter quelque chose ou faire un lien dans son ordinateur. Et à partir de là, ces initial brokers, soit remonter un petit peu dans l'ordinateur et dans le système d'information d'une organisation, soit simplement vendre le harpon planté, en quelque sorte, à des gens qui vont l'actionner et qui vont en tirer bénéfice, en s'appuyant notamment sur des fournisseurs de plateformes complètes, qui sont capables de réaliser des prestations ou du moins d'assembler tous les composants nécessaires pour faire du rançongiciel, du blanchiment d'argent par les réseaux, par des bitcoins et autres, de l'exfiltration documentaire, et ce sont les principales opérations, mais il y en a d'autres, au service ou mise en œuvre par des affiliés qui, eux, touchent une commission, typiquement 20 à 80% de la rançon, selon le niveau de l'affilié et selon, disons, la difficulté et le niveau de prise de risque. Et derrière, on peut avoir un commanditaire. Donc les affiliés, ils peuvent tourner pour eux-mêmes ou avoir des commanditaires qui peuvent être notamment des organisations terroristes, États, etc. Donc ça, c'est la structure actuelle. Alors, ensuite, on a eu des opérations beaucoup plus sophistiquées et combinées. Alors, j'en donne quelques exemples récents. Alors, infection 2.0, ça, c'est la Chine. Et vous trouverez ça dans un document de l'IRSEM d'environ 600 pages. L'IRSEM, donc, qui a fait une étude sur toutes les opérations d'influence et de manipulation chinoise. Il doit être de 2022. L'idée de cette opération, qui est assez importante hein, par le nombre d'acteurs, les types d'intervenants, etc., c'était de faire oublier
tous les discours sur l'origine chinoise du virus Covid-19, hein, qui provenaient de Chine. Au début, ça paraissait pas très bien géré en Chine. Et puis, il y a eu des discours ou des récits sur des virus cultivés en laboratoire, etc. Il y a eu beaucoup de choses. Donc, ça faisait beaucoup de mal au plan interne en Chine et puis en termes de crédibilité internationale. Donc, il y a eu trois étapes, mais menées en parallèle. D'une part, contrôler les récits sur la Chine pour leur donner un sens positif. Vous avez vu, par exemple, les masques, les stocks de masques envoyés à l'Italie, ce genre de choses, pour faire voir la Chine du bon côté. Ensuite, il y a des opérations pour propager des contre-récits de manière à affaiblir les récits critiques des médias occidentaux, et puis discréditer notamment les US en inondant la toile de récits négatifs, en faisant appel à ce qu'on appelle des idiots utiles, des faux chercheurs ou des chercheurs, etc., pour transporter la cause, en fait. Hein. Donc c'est essentiellement de la désinformation et de la manipulation sur les réseaux. Et avec le soutien au bon moment d'ambassades, de journaux mainstream, etc. Un cas relativement équivalent qui s'appelle Doppelganger, qui est plus récent, dont on a beaucoup parlé dans les journaux, avec une technique de ce qu'on appelle le typo-squatting, c'est-à-dire le fait de maquiller, en fait, de faire des faux sites maquillés de médias et d'institutions officielles pour faire propager des articles trafiqués, et puis d'autres choses comme les fresques murales et les étoiles de David. En octobre 2023, c'était, je crois, un couple d'Europe de l'Est qui avait été soudoyé par un Bulgare, mais russophile, hein, évidemment. Et donc, on soupçonne forcément le FSB. Donc, on a mis tout ça, disons, dans le registre Doppelganger, parce que les visées étaient relativement convergentes, c'est-à-dire il s'agissait d'affaiblir toutes les volontés de soutien à l'Ukraine et d'affaiblir la position d'Israël et des pays d'Occident dans le conflit israélo-libanais, avec aussi des influences sur les élections. Portal Combat, une autre opération, et puis on a vu de plus en plus, en particulier en Europe de l'Est, des photos, des témoignages, des preuves de corruption. Mais c'était déjà l'habitude en Afrique, il y a eu des épisodes en Catalogne, etc. Mais disons les valises, les enveloppes proposées à des journalistes, des candidats. Alors ça, c'est en train de venir vers nous en ce moment, donc c'est quand même très inquiétant. Alors la Pologne, par laquelle sont passés une quinzaine de millions de réfugiés ukrainiens, je crois, et puis le matériel à destination de l'Ukraine, elle a été visée fortement par des campagnes de discrédit, évidemment des attaques cyber et des tentatives de sabotage. Alors plus récemment, on a eu les migrants à vélo de la frontière polonaise, l'hiver dernier ou au printemps, et puis dernièrement les câbles sectionnés. Voilà. Donc derrière tout ça, on peut parler de concepts, disons de tentatives pour dégager un concept, caractérisé par le biais de concepts. Alors le terme lui-même, il est né des milieux de la défense US en 2005, c'était un général, Mattis et Frank Hoffman, le futur de la guerre, la montée des guerres hybrides, qui décrit essentiellement une combinaison d'actions qui dépasse le cadre conceptuel du DoD en l'occurrence, et qui oblige à repenser, à étendre ou repenser le cadre. Alors sur le fond, ce qu'on peut noter, c'est qu'il n'y a pas vraiment de nouveauté en rupture. Les procédés, alors bien sûr, ça s'appuie sur des technologies numériques hein, fortement, mais au plan opératif, on a l'influence psychologique, ce qu'on appelle du psyops, des canulars, plein de choses qui ont été
déployés depuis des siècles, à la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc, ce qui préoccupe l'OTAN et les armées, c'est qu'il y a une articulation entre toutes ces actions et puis des aspects opératifs, tactiques, l'usage de la force. Il n'y a plus vraiment de frontières, et donc l'articulation, elle est un peu en fonction du moment, et ça devient, comme ça sort du cadre conceptuel et des procédures ou des tactiques établies, tout le monde est dépassé. Et donc, on redécouvre un petit peu à l'époque que la guerre n'a pas de limite fixée a priori, si ce n'est les limites fixées par les leaders du moment, hein, en l'occurrence les Américains, et que là, on sort du domaine militaire. Donc, il va falloir reprendre les choses de manière un petit peu plus large. Avec un aspect important, c'est que les cibles, les démocraties sont très ciblées, on y reviendra, hein, à travers plusieurs acteurs et en particulier leurs valeurs et leur cohésion sociopolitique. Donc c'est très large. Alors ici, on a une mise en contexte politico-stratégique dans le cadre de la guerre, de l'insurrection, de la contre-insurrection, etc., avec à droite les approches militaires classiques, ce qu'on appelle la guerre régulière, sous l'égide, par exemple, des interventions dans le cadre du droit international également, hein, parce qu'il y a tout ça est régi par un droit, Convention de Genève, etc. Et puis les guerres irrégulières, c'est-à-dire des guérillas, des opérations clandestines, du terrorisme, et puis en allant un petit peu plus loin, les infos le PSYOPS, hein, ce qu'on appelle les opérations psychologiques, les opérations sur l'information, et puis en allant encore plus loin, tout ce qui est influence, gestion des discours, gestion de la réputation, etc., par la diplomatie, l'économie, les médias. Donc tout ça, ça fait un continuum qui est nommé ici la guerre hybride. Donc ça, c'est un papier fameux de Tannenbaum. Alors ici, je présente une figure caractéristique qu'on retrouve essentiellement en cyber, qui est l'attaque prépositionnée. Alors, cette notion d'APT, Advanced Persistent Threat, elle a été développée par l'OTAN, je crois, en 2006 ou 2007. Donc l'illustration, c'est une forme d'iceberg invisible ou très difficile à détecter. Et le mécanisme, on peut rapprocher ça du petit schéma que j'avais fait tout à l'heure sur l'organisation, hein, avec les IAB, les Initial Access Brokers, etc. en cyber. Donc on va avoir des commanditaires ou des affiliés qui vont identifier un ensemble de cibles. Et le grand commanditaire, mettons que ce soit un État, en fonction du contexte, eh bien, il va établir une panoplie de cibles et il va faire appel à des entrepreneurs, hein, qui vont sélectionner, harponner, et puis d'autres éventuellement qui vont reconnaître, qui vont progresser dans la cible jusqu'à verrouiller la cible. Alors ce qu'on appelle verrouiller la cible, c'est avoir une possibilité d'action directe et rapide, très efficace sur les ressources clés, qui peuvent être des comptes à fort privilège, comme le PDG, le responsable informatique, etc. Vous voyez, il y a 5 ou 6 comptes dits à fort privilège. Quand on a mis la main sur ces différents comptes, on est capable de faire tomber le système d'information de l'entreprise très rapidement. Donc là, on attend, et puis à un moment donné, on actionne la gâchette. C'est comme une arme, hein. Et en 2 heures, typiquement, hein, tout le monde est par terre. Alors, parfois, il y a des entreprises qui s'en sortent, mais si elles ne s'en sortent pas, en 2 heures, le travail est fait. Et derrière, alors soit l'entreprise a perdu beaucoup de ses données, soit elle va mettre des mois, voire des années à s'en remettre. Voilà, donc quelques exemples. France TV5, ça c'était en 2015. Et il y a une fonderie en Allemagne aussi qui a été détériorée par ce type d'attaque. On peut évoquer aussi les hôpitaux, hein, dont j'avais parlé tout à l'heure.
Sur les réseaux sociaux et les médias, on y reviendra, mais là, c'est un petit peu identique, sachant que toute la mémoire d'Internet peut être utilisée. Tout ce que vous dites, tout ce que vous écrivez de manière générale sur Internet peut être réutilisé contre vous. Et donc, on est un petit peu dans un jeu de Go complexe, empilé, perpétuel. Voilà, l'idée, c'est que les États ou les acteurs peuvent se créer un réservoir d'actions indétectables, disons de munitions, très en amont, qui permettent d'alimenter leurs opérations. Voilà, je pense que l'image de la munition peut être utile. Alors, on peut distinguer, alors je ne le fais pas forcément, mais certains le font. Je ne suis pas certain que ça ait un grand intérêt entre, disons, l'approche militaire qui va parler plutôt d'hybride warfare, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, qui donne un rôle accru aux activités d'anticipation, de détection, d'observation de la composante informationnelle et de la composante cognitive. Donc l'idée, c'est d'arriver à gagner la guerre sans la guerre ou gagner la guerre avant la guerre. C'est un petit peu inspiré de Sun Tzu. Et la difficulté dans ce cadre-là, c'est qu'on peut avoir des écarts entre des approches nationales qui peuvent poser un frein à la coopération internationale. Et ensuite, sur le domaine civil et plus généralement tout domaine, on peut avoir une approche assez globale. Les armées étant un petit peu en retrait la plupart du temps, hein. C'est ce qu'on appelle l'approche des menaces hybrides. Et là, on voit que le rôle clé, les acteurs clés, disons, de la menace, hein, c'est la cybermenace, les attaques cyber et la manipulation de la sphère informationnelle et cognitive, avec comme cible privilégiée les entités critiques et pas que. J'ai oublié de mettre, disons, il y a aussi toutes les valeurs, les ressources et les institutions démocratiques, toutes les valeurs et la confiance et le respect de l'autorité ou le fait de créer un sentiment de défiance par rapport aux autorités, ça c'est un des effets recherchés. Alors en ce qui concerne la sphère politique, le principal défi pour les acteurs politiques et en position de pouvoir, hein, c'est de prendre la juste mesure de ce nouveau contexte sans jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire en gardant le respect de nos valeurs et même si possible en les réaffirmant, ce qui n'est pas facile hein, par rapport à des provocations telles qu'on les voit actuelles de la part de la Chine, la Russie et même des États-Unis, c'est un petit peu compliqué. Alors certains États, en particulier nordiques, je n'ai pas examiné de près, mais ça peut porter une forme de convergence entre ressources civiles et ressources militaires de type défense totale. Et on peut dire que de ce point de vue-là, et au plan de la sensibilisation du public, ils ont une certaine longueur d'avance sur nous. Donc c'est plutôt positif. Mais il n'est pas certain que leurs approches soient réplicables en France ou même en Allemagne. Donc pour résumer, la grammaire de la menace hybride qui se place dans la confrontation internationale, on a la réunion de quelques éléments. D'abord la posture incarnée par un personnage, hein, avec beaucoup de pragmatisme, d'opportunisme, d'audace, d'aplomb et même de comportement tout à fait cavalier, qui crée notamment une difficulté à prévoir. Et puis, bien sûr, la déidentification ou la dénégation plausible, c'était le cas du ministre des Affaires étrangères russe que j'ai évoqué tout à l'heure, hein, en 2007. La dénégation plausible, c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas prouver en face que l'attaque provient de moi, eh ben, voilà, vous êtes en train de m'insulter. Vous voyez, là, on peut retourner l'argument, mais voyons, on ne ferait jamais ça, vous êtes en train de m'insulter. Donc c'est l'exploitation et le retournement discursif
mais aussi des droits institués, puisque vous m'insultez, je vais vous poursuivre en diffamation. Vous voyez, c'est ce genre de choses. C'est tout à fait l'état d'esprit. C'est de retourner l'argument et de retourner par rapport aux démocraties, disons, ce que les démocraties portent. Et donc, ça empêche toute réplique au même niveau. On est obligé de changer de registre si on ne veut pas, disons, marcher sur les principes de la démocratie et du même coup se faire accuser voilà, de tous les maux, et en particulier d'hypocrisie. Donc c'est un gros risque. Et bien sûr, l'activité est relativement impunie du fait qu'elle reste sous le seuil soit de détection, soit d'attribution, c'est-à-dire l'attribution, c'est le fait d'invoquer officiellement la responsabilité, par exemple de la Russie, soit de réaction pour des raisons légales, difficulté à réagir au même niveau. Donc, ça pose une absence de limite a priori au plan opératif et au plan éthique. Bon, ça sont des grands traits de la grammaire qui nourrit une asymétrie forte et persistante, notamment de nature éthique. Donc, on a des éléments en support, des écarts d'imprévisibilité et de complexité, de l'art opératif, de la manœuvre dans le brouillard généré, et puis des synergies entre pays, Russie, les BRICS, etc., toujours à géométrie variable, avec parfois des petits discours d'agrément, comme le Sud global, etc. Pour l'instant, sans consistance. Voilà, donc ça paraît pernicieux. Alors maintenant, je passe à quelques éléments sur la réplique. Alors, au niveau OTAN UE France, la prise en compte, elle est, disons, relativement récente en France et en Europe, notamment dans le domaine militaire et au niveau de l'OTAN. Ça, c'est un petit peu du texte. Combinaison d'actions militaires et non militaires, directes et indirectes, légaux et illégaux, toujours ambigus, conçus pour rester sous le seuil. Ça reprend un petit peu, on résume un peu des choses qu'on a évoquées. Prise en compte des menaces sur l'ensemble du spectre. Alors, au niveau de l'UE, on a eu des communications, on a eu de conjointes, commissions, services d'action extérieure, et puis Conseil de l'Europe. Et au niveau de l'OTAN également. Et en 2021, il est apparu un élément assez nouveau qui vise à baisser le seuil d'asymétrie que j'avais évoqué tout à l'heure. C'est que l'OTAN peut désormais considérer comme une cyberattaque majeure, comme un acte de guerre. Et donc, possibilité même d'invoquer l'article 5 du traité de l'OTAN. Voilà, au niveau européen, on a un centre d'excellence de l'OTAN, enfin OTAN, UE, États membres, sur les menaces hybrides. On a des activités de recherche au centre ISPRA, notamment à Bruxelles, pardon. On a une boussole stratégique en matière de sécurité et défense, et on a, par exemple, un département qui note tous les canulars d'origine russe qui s'appellent EU, VS des infos. Et en France, alors je ne l'ai pas mentionné, on a en particulier Viginum, qui vise notamment toutes les attaques contre la réputation et contre les élections. Et puis Pharos, qui est plus, disons, dans l'ordre, pour restaurer un peu l'ordre public, par certains excès, les insultes, les harcèlements, etc. Donc ça, c'est Pharos. Et puis, on a deux directives, NIS 2 et REC. REC pour résilience des entités critiques en 2022 et qui seront déployées notamment en 2026. Donc, il y a une échéance en 2026 importante qui concerne a priori un très grand nombre d'entreprises et d'acteurs, d'organisations, et qui prolongent des directives existantes et qui sont harmonisées.
Et la deuxième évoque les risques de nature naturelle, technologique et notamment la menace hybride. Et au niveau de l'information, on a le règlement des DSA qui vise à maîtriser des risques systémiques occasionnés par les biais et disons, les dysfonctionnements au plan informationnel des très grandes plateformes numériques, des réseaux sociaux, enfin des plus grands acteurs. Voilà, on a pardon, le centre que j'ai évoqué tout à l'heure, la Hybrid COE, a mis au point un outil générique qui est très intéressant, qu'on peut retrouver sur Internet dans 2 documents. Il y en a un troisième à venir. Alors, le premier, c'est modèle conceptuel, et le deuxième s'appelle CORE. CORE, c'est une méthode pour représenter des scénarios d'action. C'est la petite rosace en bas, qui était plus simple dans le premier document, et qui reprend, disons, le cycle complet des attaques, partant d'un acteur, s'appuyant sur des outils, visant, disons, des cibles à travers des domaines. Vous voyez, le légal, la culture, l'espace, la cyber, il y a énormément de domaines, et avec des activités claires et des niveaux d'activité. Voilà, quelques éléments sur la désinfo et la manipulation de l'info. Alors, on ne peut pas complètement scinder de tous les dysfonctionnements qui peuvent apparaître sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas forcément liés à des opérations hybrides. Et il faut bien se méfier de ne pas tout mettre dans le panier, si je peux dire, des opérations hybrides. Ça a été fait quelquefois, et ce n'est pas du tout une bonne chose, parce que ça peut ça peut susciter de la défiance de la part d'une partie des citoyens, et en particulier des personnes visées, celles qui sont actrices de manière volontaire ou plus ou moins en réaction. Donc on a... Alors, ces dysfonctionnements se sont amplifiés par les crises Covid et les élections de 2020, et elles s'appuient sur des mécanismes et des éléments structurants de type algorithme et business model, la publicité, sur les réseaux sociaux, avec pour, disons, objectif de fond de capter l'attention de manière à guider, conditionner, faire un ciblage fin publicitaire, qui a été utilisé notamment pour orienter et truquer des élections. Par exemple, le dernier exemple, c'est TikTok en Roumanie, dont on a parlé. Et puis, les logiques communautaires et des influenceurs qui peuvent être éventuellement recrutés, moyennant argent, ou même pas d'ailleurs, par toutes sortes d'organisations. Et en s'appuyant fortement du côté du récepteur, c'est-à-dire de ce qu'on a entre nos 2 oreilles, sur nos biais cognitifs, ainsi que les aspects sociaux, facteurs émotionnels, psychologiques, biais, etc. Et ce qui, pour comprendre tout ce millefeuille complexe et mouvant, il faut faire intervenir différents niveaux d'analyse avec une forte dominante expérimentale. Alors, le problème, c'est d'avoir des données. Par exemple, Twitter ne fournit plus la possibilité aux chercheurs d'accéder à des données. Et puis, des modélisations, par exemple, par des modèles de diffusion, des systèmes dynamiques avec des équations. Un gros travail en sciences humaines et sociales, même en médecine, en sciences politiques, etc. Et donc, comme je disais, la possibilité offerte par les réseaux sociaux, c'est de recruter des, entre guillemets, sympathisants, des idiots utiles, également de monter des robots avec de l'IA, de voler des identifiants de comptes, par exemple, de vrais journalistes ou de personnalités politiques, de payer des cohortes de contributeurs à la tâche, de soudoyer, etc.
Et là, l'IA intervient comme un facilitateur, hein, à la main des organisations, mais aussi pour la lutte. Alors cette lutte, elle peut se faire à plusieurs niveaux, et elle doit se faire à plusieurs niveaux parce qu'il n'y a pas de panacée en la matière. Donc ça, c'est apparu dans différents documents depuis quelques années. Alors, d'abord, via des plateformes, on a le cadre légal de la modération du contenu, notamment par le biais du DSA, qui donne des limites à l'absence de responsabilité, qui est le cadre, disons, général des plateformes de réseaux sociaux en particulier, qui est facilité alors par la mise en, comment dire, l'embauche en interne, le recours à des consultants ou à des personnes payées à la tâche pour visualiser à longueur de journée des contenus ignobles, choquants, etc. Ce qui peut créer des stress traumatiques, hein, parmi ces employés. C'est pour ça qu'ils ne sont pas employés d'ailleurs. Ils sont employés mais pas salariés. Et ça permet de régler certains problèmes. Avec l'aide également d'ONG réunissant ou mutualisant, disons, le temps de journalistes, de manière qui travaillent pour, pour, leur, pour leurs convictions, dans le cadre de leurs convictions à titre bénévole. Et puis, on peut avoir des opérations un peu plus vigoureuses de la part des autorités de contrôle étatique, hein, pour supprimer, déférencer certains éléments des plateformes, ou faire une injonction judiciaire aux plateformes à déréférencier certains contenus, voire l'extinction ou l'interdiction de certaines plateformes comme Russia Today. Alors le deuxième volet, c'est d'agir, disons, d'accompagner les personnes qui vont réceptionner et réagir par rapport à des contenus, par exemple en les aidant à rétablir la vérité. Alors, on a pour ça de nombreux sites en ligne. J'ai cité tout à l'heure EU versus Disinfo, mais Le Monde en a fait un site pour ce qu'on appelle débunker les fake news, par exemple, et d'autres journalistes. Sur Twitter, on a les community notes qui sont une efficacité, ma foi, relative, mais enfin, qui peuvent avoir une efficacité. Et puis, un mécanisme, une manière très puissante d'invalider une manipulation, c'est ce qu'on appelle la déconstruction, c'est-à-dire le fait de révéler les procédés, les mécanismes utilisés par les personnes, les organisations qui cherchent à propager des fausses rumeurs, des fake news, la désinformation. Ensuite, on peut agir sur les informations et via les médias traditionnels. Alors, pour vérifier en amont les informations en interne, hein, par exemple, c'est pas l'AFD, c'est l'agence France Presse, pardon, l'AFP, emploie une centaine de personnes. Le Monde en emploie une quarantaine. Donc, ce sont des grosses équipes. On a également des plateformes technologiques, par exemple, pour détecter des deepfakes. L'AFP a travaillé sur un projet européen qui s'appelle INVID, qui a été utilisé par le ministère des Affaires étrangères polonais, qui a eu, disons, une progression remarquable sur pas mal de... ils ont été obligés, hein, pour lutter contre les menaces hybrides et en particulier toutes les formes de manipulation. Il y a aussi d'autres procédés pour marquer l'information dite loyale, qu'on considérera comme loyale, par exemple par des empreintes, des tatouages, on appelle le watermarking, des empreintes, par la blockchain également, parce que j'ai noté BC. Et puis le contrôle des concentrations, qui peut être opéré par des autorités, ou même la mise à l'écart de médias déloyaux. Alors, ça, c'est le rôle de l'ARCOM en particulier, hein, qui a mis à l'écart Sputnik, Russia Today, ainsi qu'au niveau européen. Et puis, au niveau français, l'ARCOM C8.
crois qu'il est en train de le mettre à l'écart en ne renouvelant pas la fréquence hertzienne qui est consacrée à C8. Alors sur les réseaux, je ne sais pas ce que ça donnera. Et on a un rempart qui est important, qui est celui des médias publics, d'intérêt public, mainstream, donc ceux qui font autorité, ou qu'on pourra appeler les médias historiques, bon, terme discutable, en particulier l'AFP, France Télévisions, Le Monde et quelques autres journaux. Il faut absolument éviter qu'ils soient intoxiqués, hein, parce que l'intoxication d'un média important, c'est une étape clé en fait de la réussite d'une opération ambitieuse, hein, de déstabilisation ou autre. Donc ça, c'est un rempart qu'il faut vraiment protéger. Et enfin, dernier pilier de l'action, c'est l'éducation, entre guillemets, à tous les âges. Ça commence à l'école, en développant l'esprit critique, la culture, la préparation psychologique. Les pays du Nord mettent l'accent sur le renforcement de la cohésion sociale, ainsi que le désamorçage préventif ou préemptif de certaines manipulations ou de canulars qui peuvent apparaître. Dès qu'on les voit apparaître, eh bien, il faut désamorcer. Et c'est bien. Alors, c'est beaucoup d'informations spécifiques de manière à désamorcer en avance. Donc là, il faut anticiper la menace ou les vulnérabilités informationnelles, pour ainsi dire, tout en étant conscient que, comme je l'avais dit tout à l'heure, il faut bannir la réplique directe, sinon on se fait piéger très rapidement et rattraper par la patrouille sur le plan éthique, on se fait traiter d'hypocrisie, etc. Le deuxième point, il n'y a pas de panacée, donc il faut vraiment une combinaison d'actions sur les 4 piliers là, que j'évoque. Éventuellement une combinaison à géométrie variable, hein, qui puisse évoluer en fonction du contexte, mais c'est absolument nécessaire. Et puis il y a quand même des périls ou je dirais des fragilisations à long terme, hein, en termes de fatigue informationnelle, de fragilisation des autorités, etc. Voilà. Alors, je vais finir par... J'espère que c'était pas trop indigeste, pas trop copieux. Je vais essayer de terminer par quelques diapos, essentiellement pour ouvrir vers peut-être des échanges, vers une résilience plus globale que l'on pourrait envisager. Alors, quelle est la situation ? Les acteurs privés, les grands acteurs, les grands opérateurs, Enedis, EDF, SNCF, etc., ils appréhendent le risque depuis un certain temps de manière relativement globale. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont, certains, intégré les fonctions de sécurité, par exemple safety, security, sécurité cyber, pardon, et de security cyber et sécurité physique. Donc ça, c'est intégré. Ils ont travaillé sur la réduction des cloisonnements internes, par exemple en rapprochant, pas forcément en mettant dans le même bureau, mais disons en créant des liens permanents et de nature à la fois au plan stratégique, au plan opérationnel, hein, entre les activités cyber, les les équipes de com, etc., et les équipes de gardiennage, etc. Alors, la directive REC que j'ai évoquée tout à l'heure, elle ambitionne d'aller plus loin puisqu'elle comprend des risques, enfin, elle doit être envisagée dans le cadre de tous les périls, disons, vitaux à l'économie, à la nation, à l'économie, sans, sans faire l'impasse sur les catastrophes climatiques, le dérèglement climatique, et bien sûr en visant de manière explicite les menaces hybrides. Et donc, il y a des articulations qu'il faudrait établir ou renforcer
au plan sécuritaire, hein, entre l'économie et la société, entre sécurité civile et défense civile, c'est-à-dire faisant intervenir des gendarmes, des militaires, et avec les risques d'origine naturelle et technologique. Je donnerai quelques exemples qui, me semble-t-il, militent pour cela. Mais c'est ouvert à discussion, bien évidemment. Et au niveau politique et de la composante politique et publique, il y a un aspect très important pour toutes les organisations et les personnes, les autorités qui sont en responsabilité, et en particulier par rapport à la crise ou à des aspects plus ou moins, enfin, disons, liés à la crise ou potentiellement générateurs, amplificateurs de crise, etc. C'est ce que j'appelle une préparation de premier niveau, du fait que l'impression qu'on peut avoir, c'est celle d'un écart peut-être croissant par rapport au contexte international. Et on voit bien que pour l'instant, les activités aux États-Unis, la Commission européenne ne répond pas beaucoup. Alors, c'est une forme de préservation, hein. Il ne s'agit pas de répondre à tort et à travers, ça doit être mûrement réfléchi, mais disons qu'il y a une question par exemple, de manœuvrabilité tactique et stratégique comment dire, la machine politique, le paquebot politique européen n'arrive pas à avoir. Ça paraît complètement clair. Et donc, l'absence de manœuvrabilité ou de possibilité de manœuvre, même à niveau limité, même à niveau symbolique, je dirais, ça génère une forme de fragilisation en termes de réputation notamment. Et donc, il y a possibilité de jouer sur certains aspects fondamentaux, des remparts, ce que j'appelle des remparts de la démocratie, et en particulier la transparence. Et on peut trouver... Alors, un petit avertissement, dans ces quelques slides, j'ai un discours, disons, relativement personnel. Comment dire, ça fait partie d'éléments de réflexion personnelle. Mais la transparence est un enjeu extrêmement fort et un rempart fort de la démocratie. On peut peut-être s'étonner qu'elle n'apparaisse pas très fortement. Il y a aussi un enjeu de conviction, peut-être. Alors, sur certaines modalités concrètes de l'action publique, on pourrait parler de cohérence, de cohésion de l'autorité publique de manière générale. Ce n'est pas toujours le cas. On voit que sur certains sites de catastrophes, on a des ministres qui se déplacent les uns après les autres, chacun portant son petit drapeau, chacun apparemment content de paraître sur les médias, mais il y a quand même des choses qu'il faudrait, qui collent moins, et il y a peut-être une prise de conscience qui s'est faite, on peut l'espérer, et donc une amélioration en cours. On voit bien par exemple Fukushima, toute la progression de l'IRSN et de l'ASN en termes de communication et de transparence, c'était flagrant, quoi. Les premières interventions télévisées étaient un peu gauche, mais ça a très très vite pris de l'allure et c'est devenu tout à fait convaincant. Donc, par rapport à ça, il faut mettre des bémols parce que si on va trop loin sur certains aspects, hein, peut-être la transparence, on risque d'avoir des effets sur le débat politique, sur la crédibilité de certains acteurs, sur certains ressorts de la démocratie. Donc, tout ça, c'est à analyser assez finement, avec un petit peu de rigueur et de subtilité. Et on a des très lourds enjeux éthiques et des très lourdes charges par rapport à la composante informationnelle des menaces hybrides, avec en particulier
euh, disons, toutes les asymétries, toutes les avances que ça peut donner à des pays qui ne nous cherchent pas que du bien, hein, qui ne sont pas des démocraties, qui ne nous cherchent pas que du bien. Et en jeu, il y a des enjeux éthiques sur les droits fondamentaux afférents aux personnes, aux individus, aux citoyens. Ça, c'est à peu près bien traité, notamment par le droit, par des principes clairs, etc. Et tout ce qui concerne la liberté d'opinion, d'expression, d'information et de délibération démocratique, c'est un petit peu plus compliqué, en partie parce que c'est pas très bien formalisé dans le droit. Donc là, il y a sans doute un travail à faire. Je ne sais pas si je suis très clair, j'espère, mais j'en suis pas certain. Alors si on regarde maintenant menace par menace, on peut tenter de faire un petit comparatif très rapide. Sur la menace cyber, les choses se sont relativement banalisées. Alors, on ne peut pas exclure un risque de blackout numérique ou d'attaque qui aurait des conséquences très lourdes. On peut craindre que certaines organisations, en faisant des attaques partiellement réussies, mais pas toujours formidables, etc., on peut craindre qu'ils soient en entraînement, hein, c'est-à-dire mettre par terre un hôpital pendant 2 heures, pendant une journée, c'est peut-être après tout une forme d'entraînement. Et on ne sait absolument pas s'il n'y aura pas un jour important où ce sera les hôpitaux, les voies de chemin de fer, enfin tout un tas d'infrastructures et d'entités critiques dans plusieurs domaines, par exemple. Néanmoins, alors même si la menace est prégnante et elle se développe parce que plus on utilise le numérique et plus on prendra de risques et la surface d'attaque sera plus importante, mais la nature du risque est à peu près bien cernée. La gestion du risque, elle est relativement mature. On a des codifications, on a des normes, des standards, des méthodes, des certifications, un réseau international d'acteurs compétents, etc. Et c'est très automatisé. Mais le domaine de l'attaque aussi. Et on a une imprégnation culturelle relativement bonne, même si après la conviction est plus discutable, plus inégale. Et l'enjeu politico-social, il est, somme toute, assez faible, enfin, comparativement assez faible. Si on prend en compte la menace informationnelle, c'est bien plus préoccupant parce qu'on est dans le cognitif et dans les ressorts de la démocratie, hein. Donc c'est plus profond, c'est social, avec des enjeux, des dimensions politiques, et il y a une complexité très importante, hein, qui rend les effets difficiles à percevoir, notamment à long terme. La fragilisation des autorités, dont j'ai parlé tout à l'heure, par exemple. Et si on prend en compte l'hybride, dans l'hybride, disons, ces deux premiers types de menaces plus les autres, menaces physiques, intimidation à large échelle, coercition, terrorisme, voire intervention forte, armée, on est dans quelque chose d'extrêmement puissant, invalidant, et avec des ambitions fortes derrière. Donc l'enjeu, c'est finalement, pour les attaquants, hein, de détruire les ressorts et la volonté. Alors maintenant, pour ce qui est de la menace naturelle et disons Natech, par effet domino, on est en général sur des phénomènes qui sont rapides, bon, il y a quelques exceptions, et avec une combinatoire assez faible, du moins en observation de court terme, à discuter sur le moyen long terme. On est sur des effets importants, très très importants, parfois à large échelle, et avec une croissance soutenue en termes d'intensité, en termes de fréquence. On voit bien qu'il y a des nouveaux phénomènes qui appellent à une croissance de l'effet, hein, globalement. Par contre, on a des facteurs qui sont difficiles à cerner isolément, avec une précision satisfaisante, et on a des écarts entre la préparation, l'anticipation, les effets constatés, et on a une forte charge, disons, sociopolitique, avec des enjeux
sur le développement territorial, la pression humaine, le droit de propriété, l'assurance. Enfin, il y a des questions quand même extrêmement lourdes et qui remontent très vite dans les tours du politique, hein. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que on est sur une complexité et des difficultés techniques de nature différente, hein, mais il y en a quand même. Et surtout, je dirais, il y a des freins importants qui sont posés à la maturation de processus résilients. Ça, ça paraît, enfin, je ne sais pas, c'est un point sur lequel on pourrait échanger, partager, mais c'est un des éléments de l'image. Et par ailleurs, il y a des risques systémiques également considérables, mais comme dans le cas cyber finalement. Donc des signes noirs. Et la question qu'on peut se poser, c'est, étant donné le contexte sociopolitique, la forte charge sociopolitique, est-ce que ces signes noirs apparaissent de manière satisfaisante? Alors, dernière slide, les deux dernières, je vais parler de pistes et priorités, point d'interrogation. Alors, pour ce qui est de la combinaison de l'hybride et du NATEC, c'est un sujet assez peu abordé, mais on peut noter quand même quelques exemples. Il y en a sans doute d'autres, hein. J'en connais assez peu en fin de compte. Il y a eu le Covid-19. C'est-à-dire qu'on a eu des vagues d'attaques et on a eu des attaques cyber sur un événement naturel. Enfin, naturel, on peut en discuter, mais en tout cas, sur quelque chose qui paraît a priori naturel. Et on a eu, donc c'était quand même profond, et ça a eu des répercussions profondes et même durables sur la structure de l'information. On a les famines dont personne ne parle, et on peut se demander, est-ce que c'est un angle mort, sachant que si on lit pas mal de spécialistes, hein, elles sont quasiment jamais purement naturelles. Il y a une combinaison de causes naturelles, enfin de contexte naturel, avec des actions humaines, hein. Alors, une des exceptions, ce serait Madagascar. Il y a eu, pendant la guerre d'Ukraine, l'éclatement du barrage de Karovka. Alors, qui l'a fait? Est-ce que ce sont les Ukrainiens et les Russes? Pas très clair, mais les répercussions auraient pu être assez lourdes. Bon, pour l'instant, tout va bien. Et puis, on peut regarder, pour essayer d'anticiper hein, sur ce que pourrait réserver l'avenir, certaines attaques cognitives très pernicieuses sur théâtre de guerre actuel, notamment en Ukraine. Typiquement, des signalements de présence de secours ou d'aide, promesses d'aide, pour tromper des Ukrainiens et les amener plutôt vers la frontière russe. Donc il y a énormément à apprendre de ce qui se passe sur les terrains de guerre parce que, alors pas pour se faire peur, hein, mais il ne faut pas non plus que ça devienne une obsession, mais ça permet peut-être de pressentir certaines choses qu'on pourrait voir apparaître à l'avenir. Et sur le fond, l'évolution du contexte n'est pas forcément très positive, hein, puisqu'on a une hubris, une volonté de puissance aveugle soutenue par l'IA, par le capitalisme exacerbé, par l'impérialisme, par le néo-impérialisme maintenant peut-être américain. On a les déséquilibres planétaires croissants et disons un renouvellement de la cartographie géostratégique avec des tensions importantes. Donc voilà, on va vers un monde qui, on ne sait pas trop s'il va mieux s'articuler ou moins bien, ou si on ira vers un gros bazar, un tohu-bohu, au sens biblique. Et donc là-dedans, la composante informationnelle et cognitive, elle est centrale. Enfin, c'est un peu une conviction, elle me paraît centrale et elle constitue un facteur d'évolution potentiel majeur. Donc, on pourrait évoquer
des périls de type NATECO, c'est-à-dire avec la composante cognitive ou CONATEC, dans laquelle l'altération, disons, volontaire de la composante cognitive pourrait déstabiliser, par exemple, des services de sécurité civile. Et à ce propos-là, il y a un livre qui est paru récemment. Alors, ce n'est pas tout à fait dans ce contexte, mais c'est dans un contexte à la fois philosophique et politique. Hypnocratie, Trump, Musk et la nouvelle architecture de la réalité. Alors, qui n'est pas sous forme papier, j'ai vu seulement apparemment sous forme de fichier. Donc, je me garderai bien de conclure. Mais pour donner quelques exemples, éléments de perspective, on peut se poser la question, il faut essayer de mettre donner des limites au technocentrisme et au technosolutionnisme. Ça paraît pas facile. Un exemple, si on ne régule pas le New Space, compte tenu de la propension au risque, enfin de l'appétit du risque de certains acteurs, on pourra perdre de manière prolongée certaines zones de l'espace. Et donc, au niveau satellitaire, d'observation satellitaire, ça ne serait pas forcément formidable. En termes de détection et d'alerte avancée de phénomènes complexes de ce type-là, ça représente beaucoup de travail. Et avant de parler technique ou de technologie, il y a différentes composantes. Alors, le discernement, je le mets, volet éthique, je le mets, mais j'aurais pu le mettre plus loin. C'est surtout des aspects de coordination et de désilotage, de caractérisation des menaces et d'harmonisation et de mutualisation de moyens. Et ensuite, on peut passer à la création de plateformes technologiques, etc., sans oublier, disons, la composante éthique, hein, que j'ai eu l'occasion d'aborder. Et enfin, on pourrait même envisager certaines composantes de postures collectives et philosophiques pour intégrer de manière plus concrète que l'humanité fait partie du vivant, ce qui permettrait de donner une forme de relativisation au technosolutionnisme exacerbé qui peut susceptible de créer des bulles financières ou d'autres choses. Et puis, par exemple, autre exemple, la manière de considérer des notions comme la limite planétaire, qui est comprise de manière différente selon les acteurs, et qui doit être appréhendée de manière subtile, si on veut espérer en tirer des instruments pour fixer le cadre d'action. Voilà pour ces quelques éléments disons, d'ouverture. Et puis je vous remercie de m'avoir accueilli et écouté dans ce contexte. Merci Frédéric pour cette présentation. Alors, avant d'intervenir, je vais passer la parole aux participants. D'abord, une petite règle, levez la main pour l'ordre des questions et n'hésitez pas aussi à écrire dans le chat. Qui veut commencer? Vas-y. Stéphane. Micro, Stéphane, attention. Ah, je vais couper le mien. Stéphane? Et là donc? Ah, ça y est, c'est bon. Bon, alors, je renouvelle mes remerciements et mes voeux à tous et à tous. Merci Myriam et puis Frédéric, merci de ce point de synthèse. Je pense qu'il faut qu'on arrive à un moment à séparer les types d'attaques. Parce que là, ce que j'ai beaucoup entendu, c'est des attaques finalement. Nous, on est habitués à travailler sur des risques des aléas qui nous tombent dessus, qui sont ceux des risques naturels ou une rupture en matière de technologie.
Là, je crois qu'il y a une différence tout de même d'approche, c'est qu'on subit une attaque dans les schémas que Frédéric a présentés. Et pour moi, c'est tout de même à avoir en tête, parce qu'on va pas avoir forcément les mêmes analyses, sauf au moment où les deux se conjuguent. Et on a besoin aussi, effectivement, d'avoir cette vigilance à un surcroît de problèmes liés à une attaque, parce que d'abord, il y a dans le système de communication technologique, il y a effectivement le risque d'une défaillance provoquée, et du coup, nos systèmes de communication dont on a extrêmement besoin pendant les crises et qui sont en défaillance. D'autant plus si de manière opportuniste, l'attaquant profite de notre faiblesse. Et bon, ça, il y a des recours, il y a des dédoublements de systèmes, il y a aussi du retour sur des vieux systèmes qui, des fois, sans même que ce soit les pigeons voyageurs, mais ça s'avère heureusement plus robuste. Donc, d'avoir tout de même une capacité de maintenir des vieux systèmes qui sont robustes. Et ça, je crois qu'il faut se battre partout, 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 parce qu'on s'aperçoit que quand on nous enlève les lignes cuivre de téléphone, alors que plein de nos centres de décision, que ce sont les mairies, par exemple, ont besoin d'être desservis et il n'y a plus rien. Vraiment, là, depuis 2 ans, on est dans une phase où on voit, par exemple, beaucoup de mairies qui sont déconnectées. Donc, quand on nous dit le maire doit être au centre de décision, je vois mal comment il pourra prendre quelques décisions que ce soit s'il n'a pas une valise satellitaire pour joindre la préfecture. Et quant à ses administrés, je ne vois pas comment ça va se passer. Bon, donc l'histoire de l'interruption des communications, je pense qu'en soi, ça nous intéresse. Ça à avoir en tête. On a besoin de gens plus expérimentés que nous sur tous ces aspects techniques. Et puis, il y a la question de l'altérité de la confiance. Et là, je crois qu'on vient de le frôler à Mayotte. D'après médias, hein, parce que moi, je ne vais jamais à Mayotte et je ne travaille pas sur le dossier, mais d'après médias, il semble bien tout de même qu'on ait été très, très proche d'un très gros problème de confiance. Par exemple, à l'occasion de l'évocation d'un très grand nombre de morts, et heureusement, il y en aurait moins. Il y en a malheureusement, mais moins que ce qui était craint. Mais en tout cas, on se retrouve vraiment avec là un cas de figure exemplaire du c'est pas possible qu'il y ait eu si peu de morts, on nous cache quelque chose, et d'une défiance très très forte, et dans lequel peuvent s'engouffrer n'importe lequel des attaquants extérieurs. Bon, on a vu ce qui s'est passé. Vraiment, je fais au plus simple quand on voit un pays qui est très très loin, la Nouvelle-Calédonie, qui se retrouve pris en main par des gens qui ne sont pas très sympathiques pour la France en ce moment. Et du coup, Mayotte peut être l'objet aussi, comme ça, d'un discrédit de la puissance publique ou d'un discrédit des gestionnaires de la crise, et qui rend la crise impossible à gérer, puisque de toute façon, la confiance s'effondre. Donc, on n'a plus aucune parole qui soit digne d'attention et de foi. Et là, que ce soit Mayotte ou un autre cas, je crois qu'on a vraiment besoin d'étudier des cas très tranquillement. Là, comme sociologue, je dois revendiquer le fait qu'on envoie des sociologues ou d'autres métiers, mais de reprendre calmement avec les gens qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment ils ont eu telle info, à quel moment ils ont eu des démentis qu'ils ont considérés comme légitimes ou pas. Voilà, pour avoir tout ce processus qui soit décrypté, parce qu'on va se retrouver sur des cas comme ça très très nombreux, d'autant plus si la désinformation vient d'en haut. Et là, on est tous tout de même un peu interloqués par ce qui se passe, les incendies en Californie, et le président de la grande puissance qui dit des choses tout à fait contraires à ce que disent les spécialistes. Donc, on a besoin d'avoir des cas de figure très simples. On avait des cas de figure ultra simples quand il s'agissait d'une personne qui se qualifiait de pseudo-expert et dont on avait du mal à démentir. Alors, pour le coup, moi, j'ai été mêlé à une affaire comme ça au moment du séisme de Boumerdès en Algérie, où un pseudo-expert qui était un scientifique patenté, mais qui s'est transféré dans un autre domaine, faisait des annonces catastrophistes qui affolaient la population. Mais on avait encore le fait de pouvoir cibler cette personne, de la circonscrire, et comme il dépendait aussi du ministère de l'Intérieur, que le ministère de l'Intérieur, à un moment, l'invite à prendre un café. Voilà. C'était encore assez circonscrit. Là, on est face à des machines qui enfin, il n'y a pas d'autre mot que bombardent de pseudo-informations.
c'est vrai que quand on voit la mesure, enfin moi je ne le vois pas, mais des cyberattaques, qu'une mairie comme celle de Salanches soit attaquée des centaines de milliers de fois par jour, c'est ce que la Dauphiné Libérée a annoncé tout à l'heure. Donc on se retrouve avec une mairie, mais sincèrement quelconque, qui subit des attaques par centaines de milliers par jour. On n'a pas la capacité de faire face. Donc on voit bien que la déstabilisation, elle est technologique et puis elle est de discrédit total des gestionnaires de crise. Et on peut arriver à un stade où on soit à un tel niveau de fake news, parce qu'aujourd'hui la capacité est infinie, je crois, enfin dépasse notre entendement, où on peut avoir un pseudo-président dont on dédouble les images et la voix, et à qui on fait dire n'importe quoi. Déjà que des fois, bon, enfin bref. Du coup, les affaires de crédit de la personnalité et de discrédit deviennent très, très perturbants parce qu'on arrive très vite à des systèmes de panique et à des systèmes de rumeurs, panique, mouvements physiques des gens qui partent n'importe où, n'importe quoi, n'importe comment et qui font que démultiplier les problèmes. Donc là, je pense pour le coup qu'il faut reprendre des terrains très très simples, des cas de figure, et puis peut-être, pas moi mais d'autres, plus courageux que moi, s'atteler lentement, calmement à ce qui se passe par exemple à Mayotte, puisqu'on a un événement encore circonscrit, et d'essayer de voir comment les uns et les autres ont pu réagir à s'adapter à ça. Merci en tout cas. Merci. Merci beaucoup Stéphane. Est-ce que Frédéric, tu veux réagir? Micro, Frédéric, fais attention. Oui. Alors, par rapport à... C'est vrai que j'étais pas conscient de cette histoire de cuivre, mais par exemple à Modigliana, en Émilie-Romagne, c'est un village qui a été isolé pendant quelques jours, donc sans téléphone, sans électricité, rien, inaccessible, comme Mayotte en fait, hein, suite à une grosse inondation. Donc là, il peut se dérouler des tas de choses sur lesquelles, disons, l'autorité, les gestionnaires de crise peuvent difficilement intervenir. Et comme tu le soulignes, un des biais psychologiques, hein, qui peut intervenir dans la désinformation, c'est quand une personne se retrouve en manque de repères. Et à ce moment-là, quand on est en manque de repères, on est prêt, enfin le biais, c'est d'être prêt à accrocher n'importe quelle info ou n'importe quel signe. Et donc ça, c'est un point sur lequel il faut prendre garde, mais sur tout ce qui concerne les biais cognitifs, qui sont une composante essentielle, je pense qu'il y a des travaux, comment dire, il faudrait rassembler peut-être une multiplicité de personnes ou de chercheurs ou de personnes qui réfléchissent justement pour prendre la mesure de ces biais au mieux. Et ça, c'est un travail qui peut être fait en collectif. Et pour l'idée de réfléchir à des cas pratiques, effectivement, il faut le faire tranquillement sans céder à la panique, hein, parce que un des points et une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi finalement les attaques hybrides ne sont pas beaucoup plus violentes encore que ce qu'on voit et aussi violentes qu'on pourrait imaginer. Peut-être parce que c'est un peu comme la grenouille qu'on met dans l'eau, qu'on chauffe au fur et à mesure. Si l'action est trop violente, les populations vont se préparer. Donc il y a une résilience qui sera pas du processus formalisé ou autre, mais il y aura une forme de résistance en fait qui s'instaure dans les populations. Et c'est peut-être ce que veulent éviter certains acteurs, Poutine ou autres. Difficile de voir ce qu'ils ont en tête. Voilà. Y a-t-il d'autres interventions? Alors, oui, Guy. Guy, micro. Oui, vous m'entendez? Oui, si vous pouvez mettre votre... voilà, super, merci. Oui, je voudrais rebondir justement sur la remarque de Frédéric concernant Poutine. Étant donné qu'il a travaillé au CA, il doit bien se douter, enfin j'imagine,
que détruire un barrage qui permet de refroidir des centrales nucléaires en amont, c'est quand même un acte, bon, c'est un acte de guerre, mais c'est peut-être déguisé pour éviter d'aller directement sur la centrale nucléaire, alors que le but, c'est si on fait sauter un barrage comme ça, c'est justement d'éviter que le réacteur, on puisse le refroidir et puis qu'il y ait une catastrophe du type Fukushima ou autre. Donc tout ça pour dire que les risques NRBC, on n'en a pas beaucoup parlé, qui font partie des menaces hybrides. Et je pense que la FPCN a un rôle à jouer pour faire des actions, déjà de lancer des systèmes de diagnostic de vulnérabilité des ouvrages stratégiques, puisque c'est un peu ça qui nous intéresse, et en particulier les centrales nucléaires. Il y a quand même des nouveaux risques qui viennent se greffer en dehors de la guerre, c'est le terrorisme. Et j'ai moi-même participé à des études sur la protection d'un ouvrage qui est un ouvrage nucléaire que tout le monde connaît, enfin tout le monde connaît, ITER, le réacteur de fusion nucléaire, qui entre parenthèses est une technologie russe, avec des Russes qui continuent à travailler sur place, ce qui est assez étonnant, mais bon, c'est comme ça, puisque c'est un projet international. Donc sur ITER, on a, contrairement aux centrales classiques, on a ajouté un nouveau risque, c'est un risque de terrorisme avec une charge explosive, et donc il a fallu travailler pour mettre au point des solutions de protection de certains ouvrages. Donc ça a été engagé sur ITER, et c'est quand même étonnant que ce type de charge, puisqu'il y a des charges sismiques, il y a des charges cycloniques, etc., mais une charge d'explosion soit aussi peu courante pour des ouvrages stratégiques. Et voilà, ça c'est ma réflexion d'ingénieur structure qui s'étonne de ne pas prendre en compte les risques NRBC au niveau national vis-à-vis du terrorisme. Voilà, c'est ma réflexion. Merci Guy. Frédéric, une réaction? Alors, effectivement, j'ai pas évoqué le risque NRBC. Dans le passé, c'était intégré plutôt dans la responsabilité essentiellement militaire, hein, même si, pour le nucléaire, bien sûr. Là, il y a un enjeu de porosité ou d'articulation entre militaires et composantes civiles. Alors, en France, on a la chance d'avoir une bonne méthodologie, des bonnes approches pour sécuriser des ouvrages ou pour envisager et organiser la sécurité des ouvrages. Donc, et le biologique, hein, on en parle peu, voilà. Donc le NRBC est à la fois un élément de menace important, mais c'est aussi un élément dont on parle assez peu. Oui, c'est sans doute une difficulté, mais il faut le faire, il faut les traiter d'une manière ou d'une autre. Merci. Y a-t-il d'autres réactions? Non? Interrogation? Alors, peut-être que pour en susciter, je vais donner un petit cadre et puis faire quelques constats et peut-être quelques suggestions. L'idée de ces cycles des séminaires est de contribuer à la réflexion sur la prévention des risques de catastrophe et la résilience, à regarder de manière plus fine les liens entre science et décision. Et d'abord, en quoi, effectivement, ces éléments de science vont redéfinir les frontières de ce qu'on va appeler les risques de catastrophe. Quels sont nos nouveaux défis méthodologiques? Et au-delà des défis méthodologiques et conceptuels, qu'est-ce qui peut percoler ou non au niveau de la sphère décisionnelle et comment la comprendre? Du coup, mes 4 points et deux défis vont un peu dans ce sens. Alors, Frédéric a déjà pointé énormément de choses, mais au fur et à mesure de sa présentation, il y a pas mal peut-être de choses qui, des fois, peuvent mettre la catégorie des risques hybrides dans la catégorie de la malveillance, mais sous une autre forme. Et alors, du coup, ça génère ce type de réflexion.
La première, c'est effectivement comment, dans un premier temps, repenser en fait la manière avec laquelle le rapport à la catastrophe est introduit par les différents types d'aléas que l'on étudie. En quoi, par exemple, les menaces hybrides vont venir redéfinir la frontière de la catastrophe et pour qui, hein. Ça peut être catastrophique à quelle échelle, hein, à l'échelle locale, nationale, internationale, et en quoi elle va venir soit être un initiateur ou des facteurs aggravants, ou au contraire, un élément explicatif de la catastrophe. En quoi aussi, toujours sur ce rapport au risque de catastrophe, en quoi elles vont venir, d'une certaine manière, exploiter les vulnérabilités systémiques, non plus que d'un système technique, mais de notre société, pour venir induire une perturbation pour un tiers dans ce cas, qui est l'État ou les États. Alors, on pourrait aller approfondir ce point-là, voir en fait l'effet cumulatif ou diffus qui sont liés à ces menaces hybrides, au lien à la succession d'un certain nombre d'événements interconnectés, au fait qu'elles vont venir aussi aller au-delà de ce que l'on voit sur les catastrophes naturelles et industrielles ou dites technologiques, au sens de avec un incitateur ou un aléa naturel et technologique, en quoi elles vont venir redéfinir les frontières de la crise et pour qui, et à quel niveau institutionnel, qu'est-ce qu'elles vont devoir remobiliser comme capacité de gestion et de gouvernance de situations où on n'a peut-être pas une explication claire des formes d'attaque qui peuvent venir. Du coup, ça introduit mon deuxième point, c'est le rapport au systémique. En quoi ces menaces hybrides reposent les dynamiques, reposent le cadre du systémique. Cette question du systémique, on le voit avec les aléas naturels, interaléas naturels, interaléas technologiques, mais peut-être qu'ici, dans les menaces hybrides, ceci le pose différemment parce que la finalité, c'est de déstabiliser les États d'une certaine manière. Du coup, il y a plein de défis ici qui sont interdisciplinaires pour voir quelle forme d'approche globale pour mieux décrire ce qui se passe, mieux décrire les interdépendances entre les systèmes de systèmes, et aussi, d'une certaine manière, trouver des moyens pour accompagner des décideurs ou des tiers à comprendre ce qui se passe et proportionner les actions. Ça pose aussi des questions en matière de régulation et de décision publique. D'abord parce que ça pousse à aller redéfinir les frontières des cadres de régulation, de par la complexité des attaques. Et du coup, il faut aussi repenser les cadres juridiques. Il faut retrouver en fait des modes de coordination multisectoriels, mais multiniveaux, national, international, local, et voir en fait comment les acteurs publics et privés peuvent interagir à ce niveau-là. Et puis, ça veut dire aussi renforcer, mais sous quelle forme, nos capacités de détection et d'anticipation, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui est initié, comme beaucoup de choses aussi, par l'homme et ses organisations, ou sa vision des territorialités. Ça repose aussi, en quatrième point, le rapport à la souveraineté, parce que finalement, ce qui est attaqué, c'est aussi la souveraineté nationale, hein, c'est une autre façon de créer des formes de catastrophes pour les États ou pour des groupements d'États. Hein. Du coup, peut-être repenser les formes de résilience démocratique. Hein, c'est ce à quoi ça incite en termes de réflexion. Ça incite aussi, bien sûr, à aller faire une focale bien plus particulière sur la cybersouveraineté et les questions de la sécurité des infrastructures critiques, comme vous le savez, sur lesquelles il y a eu déjà beaucoup de réflexions qu'il faudrait aussi réintroduire dans le sujet. Du coup, deux grands défis. Comment intégrer les menaces hybrides dans la gestion des risques systémiques? Et comment les intégrer, c'est-à-dire qu'est-ce que ça repose comme question par rapport à la gestion des risques systémiques, hein, du fait des outils qui sont utilisés, des concepts qui sont posés, des formes de définition de quels sont les utilisateurs finaux et qui sont les systèmes étant impactés. Créer aussi une régulation, alors le terme est un peu galvaudé, mais agile et une gouvernance adaptée aux crises dites hybrides.
Ça veut dire qu'en fait, peut-être qu'il faut repenser les formes de coopération internationale, parce qu'en fait, ce qui est à l'origine de ces meunaces hybrides, c'est peut-être ce qui touche au dysfonctionnement de ces coopérations internationales. Donc, comment prendre ce facteur-là, coopération, comme à la fois initiateur, mais aussi comme solution. Repenser une culture de la résilience nationale, mais supranationale, parce que à la pensée en national, on oublie que l'attaque vient d'ailleurs aussi, et donc pour avoir une stabilité nationale, il faut reconstruire les liens et les résiliences à l'international pour éviter que ceci se passe. Et puis, toujours par rapport à ça, c'est qu'est-ce que ça veut dire que réagir? Frédéric le pointait comme point aussi à investiguer. Réagir à un événement, est-ce qu'un événement est là pour tester nos systèmes, pour préparer une attaque plus globale? Mais en même temps, même s'il teste nos systèmes, c'est autant pour nous des chances d'apprendre de ces attaques, pour se préparer à plus loin. C'est-à-dire qu'il nous faut au niveau des États ne pas penser aux petites batailles, mais penser à ce qui se joue en termes de guerre. Voilà, plein de défis. Je pense que après cette première présentation, il pourrait y avoir un petit document décrit avec un certain nombre de questions qui ont été posées, même si le cycle des séminaires est assez court, parce que c'est sur 1 heure et demie. Et peut-être voir ce que l'on pourrait lancer, en tout cas sur cette partie, comme défi, sous quelle forme. Merci Frédéric, merci à tous. N'hésitez pas à aussi nous envoyer vos questions, vos commentaires, les envoyer à Frédéric, mettez-nous dans la boucle, comme ça, en fait, ça va générer un nouveau cycle d'idées de conférences. Et à la prochaine séance. Oui, Frédéric, tu veux dire quelque chose? Pas vraiment. Non, pour essayer de dire en 2 phrases ce que peuvent rechercher ces grands acteurs, Poutine, Trump, etc. C'est comme ils ont l'impression d'être à la tête d'une grosse puissance agile et que nous, on est des puissances moyennes au sein d'une grosse puissance qui est l'Europe, qui est tout à fait gauche, qui paraît tout à fait gauche. C'est mettre la pression à l'éclatement, de manière à pouvoir dominer. Voilà, c'est diviser pour mieux régner. Ça, c'est un des effets principaux. Après, il y a trop de choses à évoquer, donc je pense qu'effectivement, il faut le laisser pour une autre fois. Et merci pour avoir eu la patience de m'écouter et puis pour ces échanges.